Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous raconte une histoire impressionnante et pleine de rebondissements. C'est le récit de Sterling Hawke, un homme qui a vécu une expérience de mort imminente après un tragique accident et qui a découvert des secrets surprenants sur l'avenir de la Terre. Il a eu une vision puissante qui nous avertit d'un événement important qui aura lieu en 2024, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire. Restez jusqu'à la fin, car vous ne voudrez rater aucun détail de cette révélation. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un like et commentez ci-dessous ce que vous pensez de cette expérience incroyable. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Sterling Hawke, j'ai 45 ans et je suis professeur d'université en philosophie. Je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle, quelqu'un qui base ses décisions sur des faits et la logique. Ma vie académique a été remplie de réussites, un doctorat, des publications dans des revues renommées et même quelques prix pour mon travail. Mais, vous savez, malgré tout ce succès, je ressentais qu'il me manquait quelque chose. C'était comme s'il y avait un vide en moi que je ne pouvais pas expliquer ni combler. Je menais une vie plutôt ordinaire, du moins, c'est ce que je pensais. Je me réveillais tôt, donnais mes cours, supervisais des étudiants, faisais des recherches. Le week-end, j'aimais pratiquer des sports extrêmes. C'était ma soupape de décompression face à la routine académique. J'étais marié à Thomas, mon compagnon depuis 15 ans. Nous avions ce que je considérais comme un mariage heureux, bien que, en y réfléchissant, je réalise qu'il y avait des signes de problème que j'ai choisi d'ignorer. Je n'ai jamais été une personne particulièrement spirituelle. Je croyais que la science et la raison pouvaient tout expliquer, et je voyais tout ce qui était lié au surnaturel ou aux expériences mystiques avec scepticisme. Je me souviens d'avoir discuté des expériences de mort imminentes dans certaines de mes cours de philosophie, toujours en les traitant comme des phénomènes psychologiques ou neurologiques, jamais comme quelque chose de réel ou de transcendant. Mais tout cela a changé en décembre. C'était pendant un voyage de vacances à Aspen, dans le Colorado. J'adorais skier et chaque fois que je le pouvais, je m'échappais vers les montagnes. Cette année-là, j'avais décidé de passer Noël là-bas, seul. Thomas est resté à la maison, prétextant avoir du travail à faire. À l'époque, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je ne savais pas que ce voyage changerait complètement ma vie et ma perception de la réalité. Ce qui s'est passé dans les montagnes d'Aspen a été bien plus qu'un simple accident. C'était le début d'un voyage qui m'a emmené au-delà des limites de la vie et de la mort, défiant tout ce que je croyais savoir sur l'existence. C'est cette histoire que je veux partager avec vous maintenant. Cette expérience est facile à raconter, et je sais qu'il peut être difficile de croire, mais je peux garantir que chaque mot est vrai, du moins tel que je l'ai vécu et tel que je m'en souviens. Cette expérience a fondamentalement changé qui je suis et comment je vois le monde, et j'espère qu'en la partageant, je pourrai apporter un peu de réflexion ou de réconfort à ceux qui écouteront. C'était une journée de ciel clair à Aspen. La neige fraîche recouvrait les montagnes, créant un paysage magnifique. Je me sentais plein d'énergie, prêt à affronter les pistes les plus difficiles. Après un bon petit déjeuner à l'hôtel, j'ai pris mon équipement et me suis dirigé vers le téléphérique. Pendant la montée, j'observais le paysage en dessous de moi, les arbres couverts de neige, les gens semblant minuscules là-bas. Tout cela me donnait une sensation de liberté et de pouvoir. Je me sentais invincible, comme si rien ne pouvait m'atteindre à ce moment-là. Je suis arrivé au sommet et j'ai commencé ma descente. Les premières heures étaient incroyables. Je zigzaguais entre les obstacles, sentais le vent froid sur mon visage, entendais le bruit de la neige sous mes skis. C'était comme si moi et la montagne n'étions qu'un. C'est après le déjeuner que tout a changé. Je descendais une piste particulièrement raide quand j'ai aperçu une zone qui semblait couverte de glace. En un clin d'œil, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. Au lieu de dévier,
j'ai décidé d'affronter le défi. Dès que mes skis ont touché la glace, j'ai compris mon erreur. J'ai perdu complètement le contrôle et mon corps a été projeté en avant. Je suis tombé et tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'ai ressenti une douleur aiguë et intense dans ma main droite. Lorsque j'ai enfin arrêté de glisser et que j'ai pu regarder, j'ai vu que mon pouce était dans un angle étrange, clairement fracturé. La douleur était insupportable, mais la peur de ce qui allait suivre était encore pire. J'ai crié à l'aide et rapidement d'autres skieurs se sont arrêtés pour me secourir. Quelqu'un a appelé l'équipe de secours. En attendant, allongé dans la neige et regardant le ciel clair au-dessus de moi, je n'ai pu m'empêcher de penser à combien la vie peut changer en un instant. L'équipe de secours est arrivée rapidement, m'a mis sur une civière et m'a emmené en bas de la montagne. Pendant le trajet vers l'hôpital, je passais d'un moment de douleur intense à une étrange clarté d'esprit. Je me souviens avoir pensé à Thomas, à la façon dont il réagirait en apprenant l'accident. J'ai pensé à mes étudiants, aux cours que je devrais reporter. C'était étrange comme l'esprit vagabondait sur ces détails quotidiens dans un moment aussi critique. En arrivant à l'hôpital, j'ai été immédiatement emmené pour des examens. Le médecin a confirmé ce que je savais déjà. Mon pouce était gravement fracturé et j'aurais besoin d'une opération immédiate. Pendant qu'on me préparait pour l'opération, je ressentais un mélange de soulagement d'être pris en charge et, en même temps, j'étais envahi par une anxiété croissante face à ce qui allait venir. Je ne savais pas encore que le véritable défi ne faisait que commencer. Ce qui allait se passer dans les prochaines heures dépasserait tout ce que je pouvais imaginer ou pourquoi j'étais préparé. J'ai été conduit dans la salle d'opération. L'environnement était froid et stérile, rempli d'équipements médicaux que je ne connaissais pas. L'équipe médicale se déplaçait autour de moi, préparant tout pour le procédé. J'étais nerveux, mais j'essayais de rester calme. Après tout, ce n'était qu'une opération du pouce, n'est-ce pas? Rien dont je devrais me préoccuper trop, n'est-ce pas? L'anesthésiste s'est approché et a expliqué la procédure. Il semblait compétent et calme, ce qui m'a aidé à me détendre un peu. Mais alors L'anesthésiste a été appelé à sortir de la salle un instant et une infirmière, qui semblait un peu hésitante, a pris la tâche d'appliquer l'anesthésie. J'ai remarqué qu'elle a hésité une seconde avant d'injecter le liquide. Sur le moment, je ne lui ai pas vraiment accordé d'importance, mais cette hésitation était le présage de quelque chose de terrible. Dès que l'anesthésique a pénétré dans mon corps, j'ai ressenti une brûlure intense se répandre dans mon bras, comme si du feu liquide coulait dans mes veines. Il y a quelque chose qui ne va pas, ai-je réussi à murmurer avant que la douleur ne devienne insupportable. J'ai vu la panique dans les yeux de l'infirmière. Elle avait commis une grave erreur. Elle avait injecté l'anesthésique directement dans une artère, au lieu d'une veine. Les moments suivants ont été un tourbillon de douleur et de confusion. Ma poitrine a commencé à se comprimer et chaque respiration est devenue une lutte. J'ai entendu des voix alarmées autour de moi, des gens courant, quelqu'un criant à l'aide. Ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords, comme si un tunnel se refermait autour de moi. J'ai essayé de m'accrocher à la conscience, luttant pour garder mes yeux ouverts, mais c'était un combat que je perdais rapidement. La dernière chose dont je me souviens, c'est de regarder le visage de l'infirmière, voyant l'horreur dans ses yeux, avant que tout ne devienne noir. À ce moment-là, j'étais absolument certain que j'étais en train de mourir. Toutes mes années d'études, toutes mes réalisations académiques, rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. J'étais face à face avec la plus grande inconnue de toutes, la mort. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'obscurité qui m'enveloppait, je me suis vu flotter, flotter au-dessus de la table d'opération. Je pouvais voir mon propre corps en bas, immobile. Je voyais les médecins et les infirmières en panique, essayant de me réanimer. C'était une sensation indescriptible. Je ne ressentais plus de douleur, je ne ressentais plus de peur. C'était comme si je m'étais libéré de toutes les limitations physiques.
J'observais la scène en dessous de moi avec une étrange sensation de détachement. C'était moi là sur la table, mais en même temps, ce n'était pas moi. Tandis que je flottais, j'ai entendu une voix. C'était une voix masculine, profonde et réconfortante. « Il est temps de partir », a dit la voix. Je n'ai ressenti aucune peur en l'entendant. Au contraire, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Et puis, en un clin d'œil, la salle d'opération a disparu. J'ai été enveloppé par une lumière intense et j'ai eu l'impression d'être tiré vers un endroit. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je laissais tout ce que je connaissais derrière moi. Mon voyage au-delà de la vie venait juste de commencer. Lorsque la lumière autour de moi s'est dissipée, je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. C'était un vaste champ, si immense que je ne pouvais pas voir où il se terminait. L'herbe était d'un vert vibrant, ponctué de fleurs de toutes les couleurs que je pouvais imaginer. Le ciel au-dessus était d'un bleu profond, plus intense que tout ce que j'avais jamais vu. L'air là-bas était différent. Chaque respiration, si tant est que je respirais encore, semblait me remplir d'une énergie revigorante. Je me sentais léger, comme si je pouvais flotter à tout moment. La paix qui m'enveloppait était indescriptible, comme si tous les problèmes et préoccupations de la vie étaient... J'ai commencé à marcher à travers le champ, sentant l'herbe douce sous mes pieds. Les fleurs semblaient se courber doucement à mon passage, comme si elles m'accueillaient. Le vent soufflait doucement, apportant des arômes que je ne pouvais pas identifier, mais qui me faisaient sentir chez moi. C'est alors que je l'ai vu. Au milieu du champ se dressait majestueusement un arbre immense. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire. Il semblait vivant, non seulement au sens biologique, mais comme s'il était une entité consciente. Je me suis approché de lui, ressentant une attraction irrésistible. À mesure que je m'approchais, je pouvais percevoir des détails qui me laissaient émerveiller. Le tronc de l'arbre était couvert d'une écorce qui semblait pulser d'une lumière interne. Les branches s'étendaient dans toutes les directions et chacune d'elles était couverte de feuilles qui brillaient de couleurs changeantes. Lorsque j'ai enfin atteint suffisamment près pour le toucher, j'ai hésité un instant. Quelque chose me disait que ce contact serait significatif, qu'il changerait quelque chose en moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé ma main sur le tronc. Au moment où ma peau a touché l'écorce de l'arbre, j'ai ressenti une vague d'énergie parcourir tout mon être. C'était comme si l'arbre me transmettait connaissance, sagesse, compréhension. Des milliers d'images ont traversé mon esprit en un éclair. Naissance, mort, joie, tristesse, le cycle interminable de la vie. J'ai alors compris que ce n'était pas seulement un arbre, c'était l'arbre de la vie, la représentation de toute l'existence. Chaque feuille, chaque branche, chaque racine racontait une histoire, les histoires de toutes les vies qui ont déjà existé et de celles qui existeront encore. En regardant de plus près, j'ai vu que le tronc et les branches de l'arbre étaient couverts de petites créatures. Elles semblaient faire partie de l'arbre lui-même, se déplaçant sur lui comme si elles étaient ses extensions vivantes. Certaines ressemblaient à des insectes lumineux, d'autres à de petits êtres humanoïdes. Toutes étaient en parfaite harmonie avec l'arbre, comme si elles faisaient partie d'un grand organisme vivant. Je suis resté là, la main sur l'arbre. Combien de temps? Des minutes? Des heures? Le temps semblait n'avoir aucune signification dans cet endroit. J'absorbais tout ce que l'arbre avait à me montrer, à m'apprendre. J'ai compris que tout est interconnecté, que chaque action, chaque pensée, chaque vie a un impact sur l'ensemble. Pendant que j'étais là, j'ai ressenti une présence s'approcher. Je ne pouvais pas la voir, mais je savais qu'elle était là. C'était la même présence qui m'avait guidé jusqu'ici. La voix masculine a de nouveau parlé. « Es-tu prêt à continuer ton voyage ?» J'ai regardé une dernière fois l'arbre de la vie, ressentant une profonde gratitude pour tout ce qu'il m'avait montré. Puis, d'un signe de tête, je me suis tourné pour suivre la voie. Je savais qu'il y avait plus à voir, plus à apprendre.
Mon voyage à travers ce royaume au-delà de la vie était loin d'être terminé. Alors que je m'éloignais de l'arbre de la vie, j'ai ressenti une force douce me tirer vers le haut. C'était comme si l'air lui-même m'élevait. Sans hésiter, je me suis laissé emporter par cette force, faisant totalement confiance au processus. À mesure que je montais, le paysage autour de moi commençait à changer. Le pré en dessous devenait de plus en plus petit, jusqu'à ne devenir qu'un point vert dans l'immensité. Autour de moi, je voyais la grande tapisserie de la vie s'étendre à l'infini, formant des motifs de beauté et d'harmonie. Il semblait que je découvrais une connaissance plus profonde, une compréhension plus grande de la nature de l'existence. J'ai vu des civilisations entières naître et disparaître en l'espace de quelques secondes. J'ai été témoin de l'émergence et de l'extinction d'espèces. J'ai compris les cycles de la vie et de la mort d'une manière que je n'avais jamais imaginée auparavant. C'était comme si chaque branche de l'arbre était une fenêtre sur un aspect différent de la réalité. Alors que je continuais à monter, j'ai remarqué que l'air autour de moi commençait à changer. Il devenait plus dense, plus lumineux. C'était comme si j'entrais dans un nuage, mais pas un nuage ordinaire. Elle émettait une lumière dorée, chaleureuse et accueillante. Lorsque j'ai finalement atteint ce nuage doré, j'ai hésité un instant. Quelque chose me disait qu'une fois que j'y entrerais, il n'y aurait pas de retour possible. J'ai pris une grande inspiration, ou du moins, j'ai eu la sensation de respirer, et je me suis abandonné à la lumière. À l'instant où je suis entré dans le nuage doré, j'ai été enveloppé d'une sensation d'amour et d'acceptation inconditionnelle. C'était comme si chaque atome de mon être était baigné dans une pure lumière et une énergie positive. Je me sentais purifié, renouvelé, renaissant. Dans ce nuage, le temps et l'espace semblaient ne pas exister. J'étais tout et rien à la fois. Ma conscience s'est étendue d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je pouvais sentir la connexion avec tout l'univers, avec chaque être vivant, avec chaque particule d'existence. C'est dans cet état de conscience que j'ai commencé à comprendre. Il se passait quelque chose de plus grand. Ma vie faisait partie d'un plan plus vaste que je ne comprenais pas totalement jusqu'à ce moment. C'était comme si un voile avait été levé de mes yeux. J'ai commencé à voir ma vie d'une perspective complètement nouvelle. Chaque moment, chaque décision, chaque interaction commençait à se dérouler devant moi. J'étais sur le point d'entreprendre un voyage à travers ma propre existence, une révision de vie qui changerait à jamais ma compréhension de qui j'étais et pourquoi j'étais ici. Enveloppé par la paix du nuage doré, j'ai commencé à témoigner de ma vie se déroulant devant moi. Ce n'était pas comme regarder un film, c'était plus vivant, plus réel. Je ne voyais pas seulement les scènes, je les revivais. Je ressentais chaque émotion, chaque sensation, comme si cela se produisait à ce moment-là. Tout a commencé avec mes premiers souvenirs. Je me suis vu faire mes premiers pas, entendant les rires joyeux de mes parents. J'ai senti leur amour m'envelopper, me nourrir. Cette fois, je ressentais aussi l'amour et la joie que je leur avais apportés. C'était une perspective complètement nouvelle. La révision de ma vie a avancé rapidement. Je me suis vu durant mes années scolaires, luttant avec certaines matières, me distinguant dans d'autres. J'ai revécu le moment où j'ai décidé que je voulais devenir professeur, inspiré par un enseignant de philosophie qui a ouvert mon esprit à de nouvelles façons de penser. J'ai vu ma remise de diplôme à l'université, la fierté dans les yeux de mes parents. J'ai ressenti l'excitation de commencer ma carrière académique, la satisfaction de publier mes premiers articles, la joie de recevoir des reconnaissances pour mon travail. Mais tout n'était pas que des moments de joie. J'ai aussi vu les fois où j'ai été égoïste, les fois où j'ai blessé des gens sans le réaliser. J'ai ressenti la douleur que j'avais causée, et cela m'a donné envie de reculer, de me cacher. Mais la voix douce m'a rappelé « Ne juge pas, observe et apprends simplement ».
Un moment en particulier s'est démarqué. J'étais dans un parc, absorbé dans un livre que je lisais pour ma recherche, quand un petit garçon s'est approché de moi en pleurant. Il était perdu. Je me souviens d'avoir fermé le livre, pris l'enfant par la main et l'avoir aidé à retrouver ses parents. Sur le moment, cela avait semblé si petit, si insignifiant. Mais maintenant, en revivant ce moment, je pouvais sentir l'impact que cela avait eu, le soulagement et la gratitude des parents du garçon, le sentiment de sécurité que j'avais apporté à cet enfant. Effrayé, j'ai vu comment ce petit acte de bonté s'était répandu, affectant non seulement cette famille, mais tous ceux avec qui ils avaient interagi par la suite. La voix a de nouveau parlé. C'était votre plus grand accomplissement, n'est-ce pas? J'étais surpris. Comment cela pouvait-il être? Avec toutes mes réussites académiques, tous les articles que j'avais publiés et les conférences que j'avais données, comment un simple acte d'aider un enfant perdu pouvait-il être mon plus grand accomplissement? Mais en réfléchissant à cela, j'ai commencé à comprendre. Ce n'étaient pas les grandes réussites qui importaient vraiment, mais les petits actes de bonté, les moments où j'avais mis les besoins des autres au-dessus des miens, les fois où j'avais fait la différence dans la vie de quelqu'un, même de manière apparemment insignifiante. Cette prise de conscience m'a frappé comme une vague. J'avais passé tant de temps concentré sur ma carrière, sur mes réalisations personnelles, que j'avais souvent oublié d'être simplement présent pour les autres, d'offrir des... La révision a continué, me montrant plus de moments de ma vie. Chaque scène apportait une leçon, une compréhension plus profonde de qui j'étais et de l'impact que mes actions avaient sur le monde qui m'entourait. Quand cela a enfin pris fin, je me sentais transformé. J'ai vu ma vie d'une perspective totalement nouvelle et j'ai compris que j'avais beaucoup à apprendre, beaucoup à améliorer. Mais j'ai aussi ressenti une profonde gratitude pour toutes les expériences que j'avais vécues, bonnes et mauvaises, car toutes m'avaient façonné et m'avaient conduit à ce moment de compréhension. Après l'intense expérience de la révision de vie, je me suis senti émotionnellement épuisé, mais en même temps incroyablement léger. C'était comme si un poids que je ne savais même pas que je portais avait été enlevé de mes épaules. Je restais là, flottant dans la lumière dorée, essayant de traiter tout ce que j'avais vu et ressenti. C'est alors que j'ai remarqué un changement subtil autour de moi. La lumière dorée a commencé à se concentrer, prenant une forme plus définie. Peu à peu, j'ai vu émerger devant moi une figure lumineuse. Il était difficile de distinguer des détails précis, car la lumière qui émanait d'elle était intense, presque éblouissante. Mais j'ai pu percevoir qu'elle avait une forme vaguement humanoïde. Instinctivement, j'ai su que j'étais en présence d'un être angélique. Ce n'était pas comme les anges que l'on voit représentés dans des peintures ou des sculptures. C'était quelque chose de beaucoup plus éthéré, mais réel. La présence de cet être émanait une paix et une sagesse qui m'ont plongé dans un état de révérence. L'ange n'a pas parlé avec des mots, du moins pas comme nous le comprenons. C'était plus comme si ses pensées coulaient directement dans mon esprit. La première chose que j'ai ressentie a été un profond sentiment de compassion. Il n'y avait pas de jugement là, juste de la compréhension et de l'amour inconditionnel. « Bienvenue, Sterling », ai-je entendu dans mon esprit, enveloppé par un sentiment d'acceptation que je n'avais jamais expérimenté auparavant. J'ai ressenti dans mon esprit: vous avez fait un long chemin pour arriver ici. J'ai voulu poser 1000 questions à la fois. Pourquoi moi? Que signifie tout cela? Quel est le sens de la vie? Mais avant que je puisse formuler la moindre question, l'ange a continué. Vous avez vu votre vie d'une nouvelle perspective. Vous avez vu l'impact de vos actions, tant les grandes que les petites. Maintenant, il est temps de regarder au-delà de vous-même. Il est temps de voir ce qui est à venir. Avec ces mots, le décor autour de nous a changé. C'était comme si nous flottions au-dessus de la terre, l'observant à grande distance. J'ai vu des continents entiers, des océans, les lumières des villes brillant dans l'obscurité.
l'ange a commencé à me montrer des visions de l'avenir. J'ai vu des changements climatiques dramatiques, des tempêtes dévastatrices, des sécheresses prolongées, le niveau de la mer montant et engloutissant des villes côtières. J'ai vu des conflits entre nations, des personnes fuyant leurs maisons, cherchant refuge sur des terres étrangères. Mais j'ai aussi vu de l'espoir. J'ai vu des gens se rassembler pour relever ces défis. J'ai vu des avancées technologiques incroyables utilisées pour lutter contre les changements climatiques. J'ai vu des mouvements de paix se répandre, brisant les barrières entre cultures et nations. Puis, l'ange m'a montré une date précise, le 22 septembre 2024. Cette date, dit l'ange, marquée, ce sera une période de chaos et d'incertitude, mais aussi d'opportunités et de renouveau. L'humanité fera face à ses plus grands défis, mais aura également la chance d'atteindre son plus grand potentiel. J'étais impressionné par l'ampleur de ce que je voyais. C'était à la fois émouvant et effrayant. Je voulais en savoir plus, comprendre mieux ce qui allait se passer, mais l'ange m'interrompit doucement. « Ce n'est pas à toi de connaître tous les détails, dit-il. Ton rôle est autre. Tu reviendras avec un message d'espoir et un appel à l'action. Tu dois aider à préparer les gens au changement à venir, non pas par la peur, mais par l'amour et la compréhension. » Je ressentais le poids de cette responsabilité, mais aussi une détermination croissante. Je voulais faire une différence, aider d'une manière ou d'une autre. L'ange devait avoir senti ma résolution, car sa lumière semblait briller encore plus intensément. « Souviens-toi, Sterling, » dit l'ange, « l'avenir n'est pas gravé. Chaque action, chaque choix, chaque acte de bonté peut changer le cours de ce qui est à venir. Tu as le pouvoir de faire la différence. » Avec ces mots, je sentis que mon temps dans ce royaume touchait à sa fin. J'avais tant de questions encore, tant de choses que je voulais savoir, mais en même temps, je ressentais une profonde paix et acceptation. Je savais que j'étais renvoyé avec un but. L'ange commença à se dissiper, sa lumière se fondant à nouveau avec le nuage doré qui nous entourait. Ces dernières paroles résonnaient dans mon esprit, tandis que je sentais le retour imminent à mon corps. Souviens-toi de l'amour, Sterling. Au final, c'est tout ce qui importe. La lumière dorée autour de moi commença à se dissiper, et je sentis une force me tirer en arrière. C'était comme si je tombais, mais il n'y avait pas de peur, juste la sensation que je retournais là où je devais être. Tout à coup, je ressentis une douleur aiguë parcourir tout mon corps, comme si chaque nerf était en feu. J'ouvris les yeux et me retrouvai de nouveau dans la salle d'opération. Les lumières étaient éblouissantes et j'entendis des voix alarmées autour de moi. « Il est de retour !» cria quelqu'un. « Vite, stabilisez-le !» Ma poitrine me faisait mal, probablement à cause de la réanimation cardio-pulmonaire. Je me sentais désorienté, confus. La transition entre la paix et la tranquillité que j'avais expérimentée et la réalité frénétique de la salle d'opération était choquante. J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Une infirmière remarqua que j'étais conscient et s'approcha, tenant ma main. « Restez calme, monsieur Hawk, » dit-elle doucement. « Vous avez traversé une expé ?» Peu à peu, je commençais à me situer. Je me rappelais de l'accident de ski, de la chirurgie qui avait mal tourné, de l'expérience incroyable que je venais de vivre. Je voulais raconter à tout le monde ce que j'avais vu, ce que j'avais appris, mais je savais que ce n'était pas le moment. Les médecins continuaient de travailler, vérifiant mes signes vitaux, administrant des médicaments. J'entendis des fragments de leur conversation, parlant de la manière dont j'étais parti pendant plusieurs minutes et du miracle que j'étais de retour sans dommages cérébraux apparents. Pendant qu'ils travaillaient, mon esprit errait à nouveau vers l'expérience que je venais de vivre. Les images de l'arbre de vie, le passage en revue de mon existence, la rencontre avec l'ange, tout semblait si vivant, si réel. Une partie de moi voulait croire que ce n'était qu'un rêve, une hallucination causée par le manque d'oxygène dans le cerveau, mais au fond, je savais que c'était plus que cela. Après un certain temps,
lorsque ma condition était stable, je fus transféré dans une chambre de récupération. Ce n'est qu'alors que je remarquai Thomas, mon mari, assis sur une chaise à côté du lit. Son visage était pâle, ses yeux rouges de larmes. « Sterling, » dit-il, la voix tremblante. Je pensais que je t'avais perdu. » Je voulais le réconforter, dire que tout allait bien, mais alors je remarquai quelque chose d'étrange. Il y avait des taches de sang sur sa chemise, et dans ses yeux, il y avait autre chose que du soulagement, de la peur, de la culpabilité. Ce fut à ce moment-là que les souvenirs commencèrent à revenir. Non pas les souvenirs de mon expérience de mort imminente, mais les souvenirs de ce qui s'était passé avant. Thomas et moi avions eu une dispute avant mon voyage. Il avait des problèmes financiers, des dettes de jeu que je ne savais pas exister. Notre discussion avait été houleuse, avec des mots durs échangés, des deux côtés. En le regardant maintenant, je voyais le poids de la culpabilité dans ses yeux. Quelque chose s'était passé, quelque chose de plus que mon simple accident. « Qu'est-ce qu'il s'est passé, Thomas ?» dis-je, ma voix encore rauque. Il détourna le regard, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Sterling, je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais désespéré. Les dettes, je pensais... » Son corps tout entier tremblait en parlant. « Je suis venu ici. Je voulais te confronter au sujet de l'argent, mais quand je suis arrivé, tu étais déjà à l'hôpital. J'étais si furieux, si hors de moi, j'ai essayé. » Il ne parvint pas à finir sa phrase, mais je n'avais pas besoin d'entendre la fin. La réalisation me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Thomas avait essayé de me tuer. L'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant les 15 dernières années était venu à Aspen avec l'intention de mettre fin à mes jours. Je restais en état de choc, incapable de traiter complètement ce que j'entendais. Une partie de moi voulait crier, le chasser de la chambre, appeler la police. Mais une autre partie, celle qui venait de vivre une expérience transformante, ressentait quelque chose de différent. Compassion, pensais-je. « Qu'est-ce qui t'a fait arrêter ?» demandai-je, ma voix étonnamment calme. Thomas leva les yeux, trouvant enfin les miens. « Je ne sais pas comment l'expliquer, » dit-il. « J'étais sur le point de... Tu sais, mais alors j'ai ressenti une présence dans la chambre. C'était comme s'il y avait quelqu'un là, quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Et puis, une voix masculine, me demandant si je voulais vraiment faire ça. Si je voulais vraiment te faire du mal. » Mon cœur s'emballa en entendant cela. La voix que Thomas décrivait était la même que j'avais entendue pendant mon expérience. Le même être qui m'avait guidé à travers ce royaume au-delà de la vie avait intervenu pour sauver ma vie, ici sur Terre. « Et alors, qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je demandé. « Je n'ai pas réussi à faire cela, » répondit Thomas, les larmes coulant désormais librement sur son visage. « J'ai lâché ce que je tenais, et j'ai appelé une infirmière, lui disant que je t'avais trouvé en difficulté. Ils sont arrivés en courant et ont commencé les procédures de réanimation. Nous restâmes silencieux pendant un long moment après cela. Il y avait tant à dire, tant à traiter. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant ce jour-là. Mon mariage, ma vie, ma vision du monde, tout avait changé de façon irrévocable. Mais au milieu de toute cette turbulence, je ressentais une étrange sérénité. L'expérience que j'avais vécue au-delà de la vie m'avait donné une nouvelle perspective. Je savais que le chemin à venir serait difficile, mais je savais aussi qu'il y avait un but plus grand dans tout cela. « Thomas, » dis-je enfin, « nous avons beaucoup à discuter, beaucoup à résoudre, mais pour l'instant, je veux que tu saches une chose. Je te pardonne. » Il me regarda, surpris, tandis que mes mots pénétraient la barrière de sa culpabilité, apportant une lueur de soulagement à son regard incrédule. Il demanda « Comment peux-tu me pardonner après ce que j'ai fait ?» Je souris doucement, car j'avais appris que le pardon n'est pas seulement pour la personne qui est pardonnée, c'est aussi pour celui qui pardonne. Et j'avais expérimenté quelque chose qui avait tout changé.
À ce moment-là, je savais que mon voyage ne faisait que commencer. L'expérience de mort imminente n'était pas la fin. C'était le début, le commencement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle mission, et j'étais prêt à l'embrasser. Peu importait à quel point le chemin serait difficile. Dans les jours et semaines qui suivirent mon retour, je traversais une profonde transformation intérieure. L'expérience de mort imminente n'était pas quelque chose qui s'était simplement produit, puis avait été laissé derrière. Elle continuait à résonner dans chaque aspect de ma vie. Le premier changement que je remarquai fut dans ma perspective sur la vie et la mort. La peur de la mort, qui planait autrefois au fond de mon esprit, comme cela arrive à la plupart des gens, avait complètement disparu. Je ne voyais plus la mort comme une fin, mais comme une transition, un passage vers un autre état d'être. Cela me donna un sentiment de paix et de liberté que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Ma relation avec le monde matériel changea également radicalement. Les choses qui semblaient autrefois si importantes, statut, richesse, reconnaissance académique, paraissaient désormais insignifiantes en comparaison des connexions humaines et de la croissance spirituelle. Je commençais à me détacher des possessions matérielles, en faisant don de beaucoup de ce que j'avais accumulé au fil des ans. Mon travail en tant que professeur de philosophie acquit une nouvelle dimension. Auparavant, je me concentrais principalement sur des théories et concepts abstraits. Maintenant, je commençais à incorporer des questions de spiritualité, de conscience et de sens de la vie dans mes cours. Étonnamment, cela résonna profondément avec mes élèves. Beaucoup d'entre eux commencèrent à me chercher en dehors de la salle de classe, désireux de discuter de leurs propres expériences et questionnements spirituels. Un des changements les plus significatifs fut dans mes relations. Je commençais à pratiquer activement la compassion et le pardon, non seulement avec Thomas, mais avec tous ceux qui m'entouraient. Je me réconciliais avec des membres de ma famille dont je m'étais éloigné. Je pardonnais de vieilles rancunes et cherchais activement des moyens d'aider les autres. Le processus de guérison avec Thomas fut long et difficile. Nous décidâmes de nous séparer, mais d'une manière amicale et compatissante. Je l'aidai à chercher de l'aide pour son addiction au jeu et ses diffs. Voir ses progrès dans sa propre quête de guérison et de transformation fut incroyablement gratifiant. Je commençai à méditer régulièrement, cherchant à me reconnecter avec ce sentiment de paix et d'unité que j'avais expérimenté durant mon expérience de mort imminente. Parfois, pendant ces méditations, j'avais des aperçus de ce royaume au-delà de la vie, des éclats de l'arbre de vie, des échos de la voix angélique. Ces expériences me ancrèrent, me rappelant constamment le but plus grand que j'avais. Ma santé s'améliora également de manière significative. J'adoptais une alimentation plus saine, commençai à pratiquer le yoga et passai plus de temps en nature. C'était comme si mon corps s'alignait avec les changements qui se produisaient dans mon esprit et mon esprit. Mais tout ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des moments où je me demandais si tout ce que j'avais expérimenté était réel. L'esprit rationnel que j'avais cultivé pendant tant d'années luttait contre ces nouvelles croyances et perceptions. Dans ces moments-là, je me rappelais les mots de l'ange. « Souviens-toi de l'amour, Sterling. À la fin, c'est tout ce qui compte. » Je commençais à partager mon expérience avec d'autres personnes, au début seulement avec des amis proches et des membres de ma famille. Mais peu à peu, au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, je fus invité à donner des conférences et des ateliers sur les expériences de mort imminente et la transformation personnelle. Beaucoup de gens étaient sceptiques, bien sûr. Certains de mes collègues académiques me regardaient avec méfiance, inquiets que j'aie perdu la raison. Mais pour chaque personne qui doutait, il y en avait beaucoup d'autres qui trouvaient du réconfort et de l'inspiration dans mon histoire. Une des choses les plus puissantes que j'appris fut l'importance des petits actes de bonté. Je me souvenais de ce moment dans la révision de ma vie, lorsque j'avais aidé le petit garçon perdu dans le parc. Je commençais à chercher activement des occasions d'aider les autres,
même de manière apparemment insignifiante. Au fur et à mesure que le temps passait, je sentais que je me rapprochais de plus en plus du but qui m'avait été montré durant mon expérience. Je ne peux pas croire la transformation à laquelle j'ai été soumis. L'expérience de mort imminente n'était pas simplement un événement isolé dans ma vie, c'était le catalyseur d'un voyage continu de croissance, de compréhension et d'amour. Et ce voyage, je le savais, était loin d'être terminé. Aujourd'hui, alors que je m'assois pour partager cette histoire, je suis plus conscient que jamais de l'importance du travail qui m'attend. La date du 22 septembre 2024 approche rapidement et, avec elle, la promesse de grands changements pour l'humanité. Je ne peux pas dire que je sais exactement ce qui se passera ce jour-là ou dans les jours qui suivront. L'ange a été clair en disant que je ne devais pas connaître tous les détails. Mais ce que je sais, c'est que ce sera une période de grande transformation, tant de défis que d'opportunités. Je vois des signes de cette transformation imminente partout. Les changements climatiques qui m'ont été montrés durant mon expérience deviennent de plus en plus évidents. Les conflits géopolitiques s'intensifient, mais en même temps, je vois un éveil croissant de la conscience humaine. De plus en plus de personnes cherchent un sens au-delà du matérialisme, se tournant vers des pratiques spirituelles, se connectant avec la nature et entre elles de manière plus profonde. Mon rôle dans cette grande transition est en évolution. Je continue à donner des conférences et des ateliers, partageant mon expérience et les leçons que j'ai apprises. Mais plus que cela, je travaille à créer des réseaux de soutien et des communautés résilientes. Je crois que ces connexions humaines seront cruciales pour naviguer à travers les défis à venir. Récemment, j'ai commencé à collaborer avec des scientifiques et des chercheurs qui étudient les expériences de mort imminente et d'autres phénomènes liés à la conscience. C'est passionnant de voir comment la science commence à s'ouvrir à des domaines qui étaient auparavant considérés comme purement spirituels ou métaphysiques. Je suis convaincu que l'intégration entre science et spiritualité sera fondamentale pour l'avancement de l'humanité. Je m'engage également de manière plus active dans des causes environnementales et sociales. La vision de l'avenir qui m'a été révélée a clairement montré que nous devons agir maintenant pour atténuer les pires effets du Chang'e. Chaque petite action compte, et je fais de mon mieux pour inspirer les autres à se joindre à cet effort. Parfois, je ressens le poids de la responsabilité qui m'a été confiée. Il y a des jours où je me demande si je fais suffisamment, si je fais réellement la différence. Dans ces moments-là, je me rappelle de l'arbre de la vie et de la façon dont chaque petite action a un impact sur l'ensemble. Je me souviens des paroles de l'ange sur le pouvoir de chaque acte de bonté. À l'approche de septembre 2024, je ressens un mélange d'anticipation et d'appréhension. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je serai prêt à l'affronter, à aider les autres à réaliser que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Mon espoir est qu'en partageant mon histoire, je puisse aider d'autres à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à remettre en question leurs propres croyances et perceptions. Je n'attends pas de tout le monde qu'il croie en mon expérience ou qu'il soit d'accord avec mes conclusions, mais j'espère pouvoir semer une graine de curiosité, d'ouverture au mystère de l'existence. En regardant vers l'avenir, je ressens une profonde gratitude pour tout ce que j'ai vécu, tant les joies que les difficultés. Chaque moment m'a conduit ici, m'a préparé pour le travail qui m'attend, et bien que le chemin à venir puisse être éprouvant, je me sens prêt et enthousiaste à l'idée de l'affronter. À ceux qui lisent ou entendent mon histoire, je laisse une invitation. Restez ouverts aux possibilités. Cultivez la compassion et l'amour dans vos vies. Cherchez des connexions plus profondes avec les autres, avec la nature, avec l'univers. Rappelez-vous toujours, au final, c'est l'amour qui compte vraiment. L'avenir peut être incertain, mais je suis convaincu que si nous nous unissons et agissons avec amour et compassion, nous pourrons créer un monde meilleur, non seulement pour nous, mais pour toutes les générations à venir. Le voyage continue,
et je suis reconnaissant pour chaque pas sur ce chemin.